Abonnez-vous à Confession interdite. Maintenant, commençons. Cédric Lemaire était assis dans son bureau, la lumière du soir projetant de longues ombres sur le bureau en acajou qui avait autrefois appartenu à son père. La pièce sentait le cuir et les vieux livres, un sanctuaire qu'il avait bâti au fil des décennies. À 62 ans, Cédric conservait la posture stricte de ses années dans l'armée, bien que ses cheveux aient grisonné sur les tempes. Il passait en revue des documents d'acquisition lorsque son téléphone sonna. Papa. La voix de Delphine se brisa à l'autre bout du fil, et Cédric sentit tout son corps se crisper. En 34 ans, il avait entendu sa fille pleurer exactement 3 fois, à la mort de sa mère, au décès de son chien d'enfance, et lors de sa remise de diplôme avec les félicitations du jury, parce que Diane n'était pas là pour le voir. Que s'est-il passé? Cédric posa son stylo avec une précision délibérée. Son esprit passait déjà en mode tactique. C'est fini. Je n'en peux plus, papa. Je n'y arrive plus. Son souffle se coupa. Barbara m'a giflé devant tout le monde à leur gala de charité. Elle a dit que je n'étais rien sans Benoît, que je devrais être reconnaissante qu'il m'ait même accepté dans leur famille. La mâchoire de Cédric se contracta. Il avait passé 20 ans dans les renseignements de l'armée de terre avant de se reconvertir dans le conseil en stratégie d'entreprise, et il avait appris à séparer ses émotions de ses actions. Mais entendre la douleur dans la voix de sa fille rendait cette séparation difficile. Où es-tu en ce moment? Encore à l'hôtel. Benoît. Il est juste resté là, papa. Il n'a rien dit. Il a juste détourné le regard, comme s'il avait honte de moi, et pas d'elle. Fais tes valises. J'envoie une voiture. Tu rentres à la maison. La voix de Cédric était calme, mesurée, mais quiconque le connaissait y aurait reconnu une détermination d'acier. Benoît ne va pas. Benoît n'a pas son mot à dire. Plus maintenant. Une berline noire s'arrêtera devant l'entrée de l'hôtel dans 15 minutes. Le chauffeur s'appelle Marc. Monte dans la voiture. Delphine, rentre à la maison. Cédric l'entendit expirer, un soupir de soulagement tremblant. D'accord, j'arrive. Après avoir raccroché, Cédric resta immobile pendant 30 secondes, assimilant l'information. Puis, il ouvrit le tiroir du bas de son bureau et en sortit un dossier relié en cuir. À l'intérieur se trouvaient des documents qu'il compilait depuis 3 ans, depuis que Delphine avait annoncé ses fiançailles avec Benoît Desroches. Cédric n'avait pas aimé Benoît dès leur première rencontre. L'homme avait le vernis raffiné de la vieille bourgeoisie, mais ce n'était que de la poudre aux yeux. Tout en lui hurlait le privilège, de sa façon désinvolte de glisser des noms connus dans la conversation à sa manière d'attendre des autres qu'il s'adapte à son emploi du temps. Mais Cédric avait élevé Delphine pour qu'elle prenne ses propres décisions. Il avait donc gardé ses inquiétudes pour lui et fait ce qu'il faisait de mieux, il avait enquêté. Ce qu'il avait découvert était préoccupant, mais pas encore suffisant pour agir. La famille Desroches, Barbara, Gilles, Benoît, et la jeune sœur de Benoît, Camille dirigeait un empire de l'immobilier commercial bâti sur la fortune du père de Gilles. En apparence, tout semblait légal, mais Cédric avait des contacts datant de ses années dans les renseignements, des gens qui savaient comment regarder sous la surface. Les Desroches étaient endettés jusqu'au cou. Leur train de vie le manoir à Neuilly-sur-Seine, le Penthouse à Paris, les galas de charité étaient financés par des prêts de plus en plus risqués et une comptabilité créative. Ils avaient besoin de capitaux, et Delphine en avait apporté beaucoup. Diane Lemaire avait été une femme brillante, une ingénieure en informatique qui avait développé des protocoles de sécurité devenus des normes dans l'industrie. À sa mort d'un cancer des ovaires il y a 12 ans, elle avait tout laissé à Cédric avec pour instruction d'établir un fonds de placement pour Delphine. Ce fonds, aujourd'hui évalué à plus de 14 millions d'euros, était devenu accessible à Delphine à l'âge de 30 ans. 2 mois plus tard, Benoît Desroches l'avait demandé en mariage. Cédric avait voulu la prévenir, mais il avait appris de Diane que leur fille devait faire ses propres erreurs. Il avait donc observé, documenté et attendu. À présent, il semblait que l'attente était terminée. Il passa 3 appels téléphoniques. Le premier fut pour Marc, son chauffeur, avec pour instruction de récupérer Delphine. Le deuxième fut pour son avocat et plus vieil ami, Xavier Rousseau. Cédric, il est tard pour un appel de courtoisie, alors je suppose que c'est pour les affaires. La situation avec les Desroches a dégénéré. Delphine rentre à la maison. Nous devons activer les plans d'urgence. Xavier garda le silence un instant.
Ils étaient amis depuis l'école de Saint-Cyr, avaient servi ensemble, puis Xavier avait fait des études de droit tandis que Cédric avait rejoint le secteur privé. En es-tu sûr? Une fois que nous aurons lancé ça, il n'y aura pas de retour en arrière possible. J'en suis sûr. Libère ton emploi du temps pour demain matin. 9 heures, chez moi. J'y serai. Le troisième appel fut pour un numéro qu'il n'avait pas composé depuis 5 ans. Une femme répondit à la deuxième sonnerie. Cédric Lemaire. Je ne m'attendais pas à avoir de nouveau de vos nouvelles. Bonjour, Élise. J'ai besoin de vos compétences particulières. Delphine a des ennuis. Élise Fontaine avait été la colocataire de Delphine à Sciences Po et était restée sa plus proche amie. Elle était également une journaliste d'investigation qui s'était fait un nom en dénonçant la fraude des grandes entreprises et la corruption politique. Si quelqu'un pouvait dénicher des informations compromettantes qui tiendraient la route devant un tribunal ou face au tribunal de l'opinion publique, c'était Élise. Dites-moi tout, dit Élise, et Cédric entendit le cliquetis d'un stylo et le froissement du papier. Delphine arriva à la maison à 23 heures. Ses yeux étaient rouges, mais sa mâchoire était serrée par une détermination qui rappela douloureusement Diane à Cédric. Elle portait une élégante robe noire qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Mais elle était pieds nus. Elle avait apparemment abandonné ses talons. Cédric l'accueillit à la porte et la serra dans ses bras. Pendant un instant, elle redevint sa petite fille, cherchant du réconfort auprès de son père. Puis elle recula et redressa les épaules. « Je suis désolé, papa. Tu avais raison à son sujet. Ne t'excuse pas. Tu n'as pas à être désolé. » Il la guida vers la cuisine où il avait préparé une tisane à la camomille, le remède de Diane pour les mauvais jours. « Raconte-moi tout depuis le début. » Ils s'assirent à l'îlot central de la cuisine et Delphine raconta sa soirée. Le gala était pour la Fondation Desroches, une association caritative prétendument dédiée à fournir des logements aux familles à faible revenu. En réalité, Cédric savait qu'il s'agissait d'un paradis fiscal que les Desroches utilisaient pour détourner de l'argent et asseoir leur statut social. Barbara avait bu. Elle boit toujours lors de ces événements, mais ce soir, c'était pire. Delphine enroula ses mains autour de sa tasse de thé. Elle m'a coincé dans les toilettes et a commencé à tout critiquer, ma robe, ma coiffure, ma façon de parler à l'héritier Rothschild. Puis elle a dit que je faisais honte à la famille, que j'avais de la chance que Benoît m'ait épousé parce que j'étais excentrique et difficile. Cédric sentit sa tension artérielle grimper, mais garda une expression neutre. J'ai essayé de partir, mais elle m'a attrapé le bras, très fort. J'aurai probablement des bleus. Delphine remonta sa manche, révélant des marques en forme de doigts. Cédric prit mentalement note de les photographier. Elle a dit que je devais me souvenir de ma place. C'est là que je lui ai répondu que ma place était celle que je choisissais, et qu'à ce moment précis, je choisissais de ne pas être près d'elle. Et c'est laquelle t'a frappé. Delphine hocha la tête. Nous étions retournés dans la salle de bal principale. Au moins 50 personnes l'ont vue. Elle m'a giflé en plein visage et m'a dit, « Tu n'es rien sans mon fils. » Rien. Sa voix se brisa légèrement. Benoît était juste là. Papa, il a tout vu. Et il s'est simplement détourné et est parti. Comme si c'était moi qui faisais un scandale. Que as-tu fait? Je suis parti. Je suis sorti directement. La sœur de Benoît, Camille, m'a suivi et a dit que je réagissais de façon disproportionnée, que Barbara était très stressée, et que je devais m'excuser de l'avoir provoquée. Delphine rit amèrement. C'est là que je t'ai appelé. Cédric tendit le bras et prit la main de sa fille. Tu as bien fait. Maintenant, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Les prochaines semaines vont être difficiles, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Tu peux faire ça? Que prévois-tu de faire? M'assurer que tu sois protégé. M'assurer que cela ne se reproduise plus jamais, et m'assurer que les Desroches comprennent qu'il y a des conséquences à leurs actes. Il marqua une pause. Benoît va te courir après. Il essaiera de te manipuler, de te culpabiliser, peut-être même de te menacer. Sa famille te fera passer pour la méchante. Ils utiliseront tout ce qu'ils pourront pour garder le contrôle. Je sais. J'ai vu comment ils fonctionnent. Delphine croisa son regard. Je n'y retournerai pas, papa. J'en ai fini. Bien.
Parce qu'à partir de demain, nous allons démanteler tout ce qu'ils ont construit. Mais j'ai besoin que tu sois forte. Aucun contact avec Benoît, peu importe ce qu'il dit ou promet. Aucune publication sur les réseaux sociaux. Pas de discussion avec des amis communs. Silence radio. Que vas-tu faire? Cédric sourit, et ce n'était pas une expression plaisante. Je vais jouer aux échecs, ma chérie. Et les Desroches ne savent même pas qu'ils sont sur l'échiquier. Le lendemain matin, Xavier Rousseau arriva à 8h55. Ponctuel comme toujours. C'était un homme grand, aux yeux bienveillants, doté d'un esprit juridique aiguisé comme un rasoir. Il avait bâti son cabinet en défendant les plus faibles contre les puissants, et il n'avait jamais perdu la boussole morale qui l'avait poussé à rejoindre la justice militaire toutes ces années auparavant. Cédric le conduisit dans le bureau où il avait tout étalé, relevés financiers, rapports de détective privé, photographies, chronologie et cartes de connexion qui ressemblaient à une opération de renseignement, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Xavier siffla doucement. « Tu n'as pas chômé. »« Je me suis préparé. » Diane disait toujours, « Espère le meilleur, prépare-toi au pire. » Cédric versa du café d'un service en argent. « Je savais que les Desroches allaient t'attirer des ennuis. J'avais juste besoin de savoir exactement de quel genre. » Ils passèrent 2 heures à examiner les documents. L'image qui s'en dégageait était accablante. Les Desroches avaient bâti leur empire sur l'héritage de Gilles, mais l'extravagance de Barbara et l'incompétence de Benoît l'avaient saigné à blanc. Ils avaient contracté des prêts en utilisant des propriétés comme garantie, puis avaient utilisé ces fonds pour maintenir les apparences au lieu d'investir judicieusement. Plusieurs de leurs projets de logements sociaux n'étaient en réalité que des façades pour du blanchiment d'argent et de l'évasion fiscale. « C'est explosif », dit Xavier en parcourant une série de virements bancaires particulièrement compromettants. Le fisc s'en donnerait à cœur joie. Le bureau du procureur de la République t'offrirait probablement une médaille. Mais Cédric savait qu'il y avait toujours un « mais ». Mais rendre cela public signifie que Delphine sera traînée dans la boue. Les médias s'en délecteraient. Fille de la haute société, divorce scandaleux. Tout ça. Ce serait brutal. C'est pourquoi nous allons être stratégiques. Cédric sortit un bloc-notes vierge. Première priorité, protéger Delphine. Cela signifie l'application stricte du contrat de mariage, la protection de ses actifs, et une ordonnance d'éloignement si nécessaire. Deuxième priorité, s'assurer que les Desroches ne puissent pas riposter. Troisième priorité. Faire en sorte qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Dans cet ordre, demanda Xavier. Exactement dans cet ordre. Le bien-être de Delphine passe en premier, toujours. Ils élaboraient la stratégie juridique lorsque Delphine apparut dans l'encadrement de la porte avec Élise Fontaine. La journaliste avait l'air de sortir d'un film noir. Un blazer élégant, un regard perçant, et une sacoche qui contenait probablement assez de matériel d'enregistrement pour sonoriser un stade entier. Cédric. Élise lui serra fermement la main. J'ai fait quelques recherches préliminaires. La fondation Desroches est encore pire que vous ne le pensez. Elle étala ses propres dossiers sur le bureau. Au cours de l'heure qui suivit, Élise détailla un système de fraude qui remontait à plus d'une décennie. La fondation récoltait des millions en dons, prétendument pour des projets de logements sociaux. En réalité, la majeure partie de cet argent partait en frais administratifs, ce qui couvrait les habitudes de shopping de Barbara et le train de vie de Benoît. Les quelques propriétés qu'il construisait étaient si mal conçues qu'elles devenaient inhabitables en quelques années. Il y a des familles qui ont perdu leur caution, des entrepreneurs qui n'ont jamais été payés, et au moins un cas d'immeuble condamné pour non-respect des normes de sécurité, normes qui ont été ignorées parce que Gilles Desroches avait les inspecteurs dans la poche, expliqua Élise. J'ai 3 sources prêtes à témoigner à visage découvert, et je peux en trouver d'autres. Cédric s'adossa à sa chaise, les doigts croisés en pointe. Voici ce que nous allons faire. Xavier dépose une demande de divorce au nom de Delphine aujourd'hui. Invoque l'altération définitive du lien conjugal et l'incapacité de Benoît à la protéger des abus physiques. Inclut les photographies de ses bleus. Demande l'exécution du contrat de mariage. Et demande une ordonnance de protection interdisant aux Desroches de contacter Delphine directement. C'est comme si c'était fait. Je peux avoir les papiers prêts d'ici la fin de la journée. Élise, j'ai besoin que vous gardiez votre article sous le coude pour le moment. La journaliste fronça les sourcils.
Cédric, c'est du matériel digne d'un prix Albert Londres. Si je le garde. Vous aurez votre article, mais le timing est crucial. Si vous publiez maintenant, les Desroches vont resserrer les rangs, engager des experts en gestion de crise, et l'histoire mourra à la prochaine vague d'actualité. Nous devons attendre qu'il soit vulnérable. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se défendre efficacement. Combien de temps? 2 semaines? Peut-être 3. Pouvez-vous attendre aussi longtemps? Élise regarda Delphine, qui hocha la tête de façon presque imperceptible. D'accord, je vous fais confiance, mais je vais continuer à creuser. Et si quelqu'un d'autre sort l'histoire avant moi? Personne ne le fera. Vous êtes la seule à avoir une vue d'ensemble. Cédric se tourna vers sa fille. Delphine, j'ai besoin que tu mettes tout par écrit. Chaque conversation avec Barbara, chaque fois que Benoît a fait passer sa mère avant toi, chaque irrégularité financière que tu as remarquée, les dates, les heures, les témoins si possible. Pourquoi? Je divorce de lui, je ne le poursuis pas en justice. Parce que le savoir est une munition, et nous allons avoir besoin de toutes les munitions possibles. Benoît Desroches se présenta 3 jours plus tard. Depuis la fenêtre de son bureau, Cédric regarda la Porsche grise s'engager dans l'allée. Une voiture achetée avec l'argent du fonds de placement de Delphine, selon les relevés financiers. Benoît avait 35 ans, il était classiquement beau, de la façon dont l'argent peut fabriquer la beauté, dents parfaites, costume sur mesure, coupe de cheveux hors de prix. Mais Cédric avait interrogé assez de personnes pour lire le langage corporel, et l'assurance de Benoît n'était qu'une façade. Il était nerveux. Cédric ouvrit la porte avant que Benoît ne puisse sonner. Monsieur Desroches. Monsieur le maire, j'ai besoin de parler à Delphine. Benoît essaya de regarder au-delà de Cédric, à l'intérieur de la maison. Ce n'est pas possible. Ma fille ne veut pas vous voir. Écoutez, je sais que les choses ont dérapé au gala, mais ma mère ne voulait pas. Votre mère a agressé ma fille devant 50 témoins. J'ai des photos de ses bleus. Que ne voulait-elle pas faire exactement? Benoît rougit. C'était un malentendu. Si Delphine rentrait à la maison, nous pourrions régler ça. Delphine est chez elle. C'est ici, sa maison. Elle a pris sa décision. Vous l'avez montée contre moi. Le sang-froid de Benoît se fissura. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle court se réfugier chez papa. Vous avez toujours cru que vous étiez meilleur que nous, n'est-ce pas? Le militaire, qui a fait fortune tout seul, qui méprise la vieille bourgeoisie. Cédric sourit finement. Je ne pense pas du tout à votre famille, monsieur Desroches. Mais puisque nous sommes honnêtes, oui, je pensais que ma fille méritait mieux qu'un homme capable de laisser sa mère l'agresser sans rien faire. Je veux voir ma femme. Votre future ex-femme. Vous recevrez bientôt les papiers du divorce. Je vous suggère de les faire examiner attentivement par votre avocat, en particulier les sections concernant le contrat de mariage et la séparation des biens. Le visage de Benoît devint livide. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce contrat n'était qu'une formalité. Nous sommes mariés. Ce qui est à elle est à moi. En réalité, selon le contrat de mariage que vous avez signé et j'en ai une copie juste ici, ce qui est à elle reste à elle à moins que le mariage ne dure 5 ans et ne donne naissance à des enfants. Vous êtes mariés depuis 3 ans et 8 mois. Delphine conservera son fonds de placement, l'héritage de sa mère, et tous les biens achetés avec ses fonds. Ce n'est pas juste. J'ai renoncé à des opportunités pour l'épouser, comme... Cédric haussa un sourcil. Point votre travail dans l'entreprise de votre père où vous étiez surpayé et peu performant? Les opportunités d'épouser d'autres femmes avec des fonds de placement? Je vous en prie, éclairez-moi. Benoît s'avança d'un pas agressif, mais Cédric ne bougea pas. Il avait affronté des combattants ennemis et des requins de la finance. Un gamin capricieux et gâté n'apparaissait même pas sur son échelle des menaces. Vous le regretterez, siffla Benoît. Ma famille a des relations. Nous allons vous enterrer sous les frais de justice. Nous ferons en sorte que Delphine ne retrouve plus jamais de travail dans cette ville. Nous. Vous ferez quoi, monsieur Desroches? Proférer d'autres menaces en l'air? Je me prépare à cette conversation depuis plus longtemps que vous ne connaissez votre femme. Chaque geste que vous ferez, je l'ai déjà anticipé. Chaque menace que vous proférez, je l'ai déjà parée. Vous jouez aux dames.
Et vous ne réalisez même pas que je joue aux échecs. Cédric s'écarta de la porte. Maintenant, vous pouvez partir de votre plein gré, ou je peux appeler la police et vous faire expulser pour violation de domicile. À vous de choisir. La mâchoire de Benoît se crispa, mais aucun son ne sortit. Finalement, il se retourna et retourna furieusement à sa voiture. Cédric le regarda démarrer en trompe de l'allée, puis sortit son téléphone et envoya un SMS à Xavier. Le gibier est effrayé. Attends-toi à être contacté par leur avocat dans les 24 heures. La réponse arriva immédiatement, bien. Laissons-les faire la première erreur. Cédric trouva Delphine dans la véranda, en train de dessiner dans un carnet. Elle avait toujours dessiné quand elle était anxieuse, une habitude de l'enfance qui s'était muée en un véritable talent artistique. Elle leva les yeux à son entrée. C'était Benoît. Oui. Il voulait que tu rentres. Je lui ai dit que ta maison était ici. Delphine posa son crayon. Que se passe-t-il maintenant? Cédric s'assit en face d'elle. Maintenant, nous attendons qu'il panique. Benoît va raconter à sa mère ce qui s'est passé. Barbara appellera leur avocat. Ils vont essayer de trouver un moyen de contester le contrat de mariage, d'accéder à ton fonds de placement. De sauver la face. Et pendant qu'ils se battront pour trouver une solution, nous aurons 10 coups d'avance. Pourquoi ne pas les avoir dénoncés immédiatement? Élise a de quoi les détruire. Parce qu'une destruction sans but n'est qu'une vengeance, et la vengeance est un manque d'imagination. Cédric se pencha en avant. Je ne veux pas seulement punir les Desroches. Je veux démanteler leur capacité à faire du mal à qui que ce soit d'autre. Cela exige de la précision, du timing et de la patience. On dirait que tu planifies une opération militaire. Parce que d'une certaine manière, c'est le cas. Toute opération a des objectifs, protéger nos ressources, neutraliser la menace, et obtenir la victoire. Mais les meilleures opérations sont celles où l'ennemi se défait lui-même. Delphine sourit légèrement. Maman disait que tu étais effrayant quand tu jouais aux échecs. Elle disait que tu voyais 20 coups à l'avance et que tu laissais tes adversaires croire qu'ils gagnaient, juste avant l'échec et mat. Ta mère était une femme sage. Cédric ressentit la douleur familière de son absence. Elle serait fière de toi, tu sais. De t'être défendu, d'être parti. J'aurais dû le faire plus tôt. J'ai vu les signes, la façon dont Barbara contrôlait tout, comment Benoît n'avait jamais une opinion différente de la sienne, comment il me faisait sentir que je n'étais jamais à la hauteur. Mais je continuais à me dire que ça s'arrangerait. Qu'une fois que nous aurions des enfants ou une fois que Benoît se serait davantage affirmé. Ce n'est pas de la naïveté, Delphine. C'est de l'espoir. Et il n'y a rien de mal à espérer le meilleur des gens. Cédric se leva et lui serra l'épaule. Mais quand les gens te montrent qui ils sont, crois-les. Et les Desroches nous ont montré exactement qui ils sont. Antoine Vasseur se présenta à la porte de Cédric 2 jours plus tard. Il était l'avocat de la famille Desroches, un requin dans un costume cher, réputé pour ses plaidoiries agressives et ses interprétations créatives de la loi. Cédric avait fait des recherches approfondies sur lui. Diplômé de l'université Panthéon-Assas, issu d'un prestigieux cabinet, il avait remporté plusieurs affaires très médiatisées par l'intimidation et une guerre d'usure juridique. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté de me recevoir. Cédric le conduisit au bureau, notant la façon dont les yeux de Vasseur cataloguaient tout, les décorations militaires au mur, le jeu d'échecs sur la table d'appoint, les photos de Cédric avec divers hauts fonctionnaires et chefs d'entreprise. Je suppose que vous êtes ici pour le divorce, dit Cédric, sans proposer de café ni de courtoisie. Oui, mes clients sont très affligés par la tournure des événements. Ils pensent que si nous pouvions tous nous asseoir comme des personnes raisonnables, nous pourrions résoudre ce malentendu sans action en justice. Il n'y a aucun malentendu. La mère de votre client a agressé physiquement ma fille. Votre client n'a pas protégé sa femme. Le mariage est terminé. Vasseur sortit un porte-document en cuir. Les Desroches sont prêts à être très généreux dans l'accord de divorce. Ils sont disposés à offrir à Madame Desroches. Mademoiselle le maire. Elle va reprendre son nom de jeune fille. À Mademoiselle le maire, une somme substantielle en échange d'une séparation à l'amiable. Nous parlons d'un montant à 7 chiffres, monsieur le maire. Cédric faillit rire. Laissez-moi voir si je comprends bien.
vous voulez que ma fille accepte de l'argent pour disparaître discrètement après avoir été violentée par sa belle-mère, afin que la famille Desroches puisse éviter l'embarras. Je ne le formulerai pas tout à fait ainsi. Comment le formuleriez-vous, maître Vasseur? Parce que de là où je suis assis, vous essayez d'acheter le silence de ma fille concernant une agression physique. Vasseur remua inconfortablement. Les Desroches maintiennent que l'incident a été exagéré. Madame Barbara Desroches était soumise à un stress considérable et sa discipline a peut-être été excessive, mais elle n'a jamais eu l'intention. La voix de Cédric devint glaciale. Delphine est une femme de 34 ans, pas une enfant. Et même si elle était une enfant, ce que Barbara Desroches a fait constituerait de la maltraitance. Monsieur le maire, soyons réalistes. Un divorce public, surtout s'il est conflictuel, serait préjudiciable à toutes les parties impliquées. La réputation de votre fille, sa position sociale. La réputation de ma fille est celle d'une femme brillante qui a échappé à un mariage violent. Ce n'est pas quelque chose dont on doit avoir honte. Vasseur tenta une autre tactique. Le contrat de mariage indique très clairement que tout bien acquis pendant le mariage est sujet à division. Les Desroches ont également des revendications importantes. Cédric fit glisser un épais dossier sur le bureau. Voici notre audit comptable du mariage. Chaque dépôt, chaque retrait, chaque achat de biens. Comme vous le verrez, tous les biens acquis pendant le mariage ont été achetés exclusivement avec les fonds du compte de Delphine. Que le contrat protège explicitement. Les Desroches n'ont rien apporté. En fait, Cédric feuilleta jusqu'à une section surlignée, Benoît Desroches a retiré plus de 8 millions d'euros de leur compte joint pour des investissements commerciaux qui semblent avoir atterri directement sur les comptes personnels de sa mère. Vasseur pâlit légèrement en parcourant les documents. Ce sont des informations financières confidentielles. Comment avez-vous? Tout ce qui est ici a été obtenu légalement. Delphine avait un accès complet à leur compte joint et à leur relevé. Elle a simplement exercé ce droit d'accès. Cédric se pencha en arrière. Maintenant, laissez-moi faire une contre-proposition aux Desroches. Benoît signe les papiers du divorce, accepte les termes du contrat de mariage tels qu'ils sont rédigés, et la famille accepte de n'avoir aucun contact avec Delphine. En échange, nous réglerons cela de manière simple et discrète. Et si mes clients rejettent cette offre? Alors nous engagerons des poursuites. Et je peux vous assurer, maître Vasseur, que nous sommes préparés à une bataille très longue, très publique et très coûteuse. Xavier Rousseau représente Delphine. Et comme vous le savez, il ne facture pas à l'heure. Il prend des affaires par principe. Nous avons des ressources illimitées et une patience illimitée. Est-ce le cas des Desroches? Vasseur referma le porte-document. Je transmettrai votre position à mes clients. Faites cela, et maître Vasseur, dites-leur qu'ils ont une semaine pour répondre. Après quoi, les choses deviendront beaucoup moins amicales. Après le départ de Vasseur, Cédric appela Xavier. Il a mordu à l'hameçon. Ils vont se battre. Tu savais qu'ils le feraient, répondit Xavier. La fierté de Barbara Desroches ne lui permettra pas de reculer, et Gilles ne lui tiendra pas tête, ce qui signifie qu'ils feront des erreurs. Les gens en colère en font toujours. La semaine suivante fut un tourbillon d'activités. Benoît essaya encore 3 fois de contacter Delphine. 2 fois par téléphone, et 1 fois en se présentant à l'immeuble de bureau de Cédric. À chaque fois, Cédric fit intervenir la sécurité pour l'escorter vers la sortie et documenta la tentative de contact pour l'ordonnance de protection. Barbara Desroches passa publiquement à l'offensive, publiant sur les réseaux sociaux des messages sur les belles filles ingrates et les femmes difficiles qui refusent les conseils. Elle s'arrêta juste avant de nommer Delphine directement, mais tous les membres de leur cercle social savaient exactement de qui elle parlait. Cédric observa tout cela avec satisfaction. Chaque publication, chaque tentative de contact, chaque commentaire acerbe fait à des amis communs était une munition. Barbara faisait exactement ce que Cédric avait prédit. Elle était trop arrogante pour voir le piège se refermer sur elle. Élise fit jouer ses sources, construisant l'article d'investigation qui finirait par exposer la fraude de la fondation. Elle avait trouvé d'anciens employés prêts à témoigner des irrégularités comptables, des familles qui avaient perdu de l'argent dans des projets immobiliers de la fondation Desroches, et même un inspecteur du bâtiment qui avait subi des pressions pour valider une construction dangereuse. Ça va faire un bruit énorme, déclara Élise à Cédric et Delphine lors d'une réunion stratégique.
des délits multiples, une responsabilité civile, de probables poursuites pénales. Les Desroches ne perdront pas seulement leur réputation, ils perdront tout. Il nous en faut plus, dit Cédric. Je veux qu'ils soient complètement neutralisés. Qu'en est-il de leurs prêts? Élise feuilleta ses notes. Gilles Desroches s'est porté garant personnellement pour de multiples prêts totalisant environ 27 millions d'euros. Leurs propriétés sont surendettées, et plusieurs sont déficitaires compte tenu des conditions actuelles du marché. Si les banques exigeaient le remboursement anticipé de ces prêts, ils seraient ruinés, compléta Xavier. Mais pourquoi les banques l'exigeraient-elles si les Desroches continuent de payer leur mensualité? Cédric sourit. Parce que nous allons leur en donner une raison. Il expliqua son plan. Il était risqué, nécessitait un timing précis et comportait quelques zones grises sur le plan éthique, mais il était également brillant. Le principal créancier des Desroches était le Crédit Métropolitain. Cédric y avait des contacts datant de ses années de consultant. Il avait aidé la banque à traverser une tentative d'OPA hostile 5 ans plus tôt. Il appela le directeur de la division des prêts aux entreprises. Cédric Lemaire. Ça fait un bail. Romain Chevalier, ravi de vous entendre. Que puis-je faire pour vous? J'appelle au sujet d'un de vos clients, la famille Desroches, et plus particulièrement de leur portefeuille d'immobilier commercial. Ce sont des informations confidentielles. Cédric, vous savez bien que je ne peux pas en discuter. Je ne vous demande pas d'en discuter. Je vous dis simplement que vous devriez peut-être examiner de plus près leur portefeuille, plus particulièrement leur ratio prêt-valeur et l'état réel de leur propriété. Il y eut un long silence. Êtes-vous en train de dire qu'il y a un problème? Je dis que si j'étais un créancier fortement exposé au portefeuille des Desroches, je voudrais procéder à une nouvelle évaluation. C'est tout. Ce que vous ferez de cette information ne regarde que vous. J'apprécie cet avertissement. Hypothétiquement, si nous devions trouver des problèmes dans ce portefeuille, quel serait votre intérêt dans cette affaire? Une affaire familiale privée. Mais j'ai pensé que vous méritiez de savoir que le roi est peut-être nu. Cédric savait que ce serait suffisant. Romain était un homme prudent et rigoureux. Il ordonnerait les évaluations, découvrirait les propriétés surendettées ainsi que les défauts d'entretien, et la banque prendrait des mesures pour protéger ses intérêts. Tout ce que Cédric avait à faire, c'était de semer la graine. Le 14e jour, tout s'accéléra. Benoît se présenta à la porte de Cédric avec ses propres papiers de divorce, accompagné d'Antoine Vasseur. Cédric les invita à entrer dans son bureau avec un sourire. « Messieurs, à quoi dois-je cet honneur ?» Benoît claqua les documents sur le bureau de Cédric. « Nous avons fini de jouer. Ma famille en a assez des drames de votre fille. Elle veut un divorce? Très bien. Voici nos conditions. » Cédric ne toucha pas au papier. « Vos conditions. La garde partagée de tout futur enfant, 50% de tous les biens matrimoniaux, y compris son fonds de placement, et un accord stipulant qu'elle ne dénigrera pas la famille Desroches publiquement. Nous exigeons également qu'elle rende tous les cadeaux reçus pendant le mariage. Y compris sa bague de fiançailles, qui est un bijou de famille. C'est tout, demanda Cédric d'un ton placide. Signé, ou nous vous enterrons sous les procédures judiciaires. Ma mère a déjà parlé à 3 médias différents du comportement erratique de Delphine. Nous avons des amis au tribunal des affaires familiales qui se feront un plaisir d'eux. Cédric leva la main. Maître Vasseur, je suppose que vous avez prévenu votre client des faiblesses juridiques de sa position. Vasseur remua, mal à l'aise. Mon client est conscient de tous les éléments pertinents. Alors vous savez que la garde d'enfants qui n'existe pas ne relève pas d'une procédure de divorce, que le contrat de mariage protège explicitement le fonds de placement de Delphine, et que votre client n'a aucune base légale pour exiger la restitution de cadeaux offerts en vue du mariage. Le contrat de mariage peut être contesté, dit Benoît. Je l'ai signé sous la contrainte. Votre fille a fait pression sur moi. Avez-vous fait examiner le contrat par un avocat avant de le signer? Oui, mais... Cet avocat était-il présent lors de la signature? Oui. Avez-vous eu l'opportunité d'en négocier les termes ou de demander des modifications? Le visage de Benoît rougit. Là n'est pas la question. C'est exactement la question. Vous aviez un conseiller juridique. Vous avez eu le temps de l'examiner. Vous avez signé de votre plein gré. Le contrat est valide. Cédric ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe.
À présent, laissez-moi vous montrer ce que Delphine est prête à offrir. Il fit glisser l'enveloppe sur le bureau. Benoît l'ouvrit et Cédric regarda son visage se vider de son sang. Vasseur se pencha pour lire et son expression passa de la confiance au choc, puis à une neutralité professionnelle, en l'espace d'une seconde. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura Benoît. « Ça, » dit calmement Cédric, « c'est un relevé comptable complet de chaque transaction frauduleuse effectuée par la Fondation Desroches au cours des 10 dernières années. Des virements vers des comptes offshore, de fausses factures d'entrepreneurs. Des dons détournés pour des dépenses personnelles. Il y a également des preuves de violation des codes de construction. De corruption de fonctionnaires municipaux et de fraude fiscale. La page 15 montre où vous avez personnellement retiré 2 millions d'euros de vos comptes joints avec Delphine pour les transférer à votre mère afin de couvrir ses dettes de jeu. » Vasseur lisait le document en diagonale, et Cédric pouvait le voir calculer les risques, les responsabilités, les charges pénales par rapport au civil. C'était bien plus qu'une complication de divorce. C'était la fin de carrière pour toutes les personnes impliquées. C'est. Vous ne pouvez pas faire ça. Benoît avait l'air de vouloir vomir. Je peux et je le ferai. Mais voici la véritable offre de Delphine. Vous signez notre accord de divorce. Une rupture nette, aucune pension alimentaire, aucune réclamation sur son fonds ou ses biens. Votre famille et vous acceptez une injonction d'éloignement permanente. Et en échange, ces documents restent entre nous. Vous nous faites chanter, dit Benoît. Je vous offre un choix. Vous pouvez accepter un divorce équitable et refaire votre vie, ou vous pouvez nous combattre et faire face à des poursuites pénales. Parce que ne vous y trompez pas, si vous nous forcez à mener une bataille publique. Tout ceci sera versé au dossier judiciaire. Et à ce moment-là, il n'y a pas que l'ami journaliste de ma fille qui s'y intéressera. Ce sera le fisc, la brigade financière, le procureur de la République, et tous les médias du pays. Vasseur se leva brusquement. Monsieur le maire, je dois consulter mes clients. C'est assez complexe. Vous avez 48 heures, dit Cédric. Après quoi, Delphine demandera le divorce à ses propres conditions. Et nous ne pourrons pas garantir ce qu'il adviendra de ces documents. Après leur départ, Cédric se servit un doigt de whisky, la marque préférée de Diane. La bouteille qu'il n'ouvrait qu'à l'occasion d'événements importants. Il leva son verre vers la photo de sa femme sur le bureau. On y est presque, mon amour. Plus qu'un coup. Delphine le trouva 1 heure plus tard, toujours dans le bureau. Élise vient d'appeler. Elle est prête à publier. Elle dit, si on le fait, ça doit être maintenant, pendant que l'affaire est chaude. Dis-lui d'attendre encore 2 jours. Nous devons voir comment les Desroches réagissent. Et s'ils n'acceptent pas l'accord. Cédric regarda sa fille. Forte, intelligente, résiliente. Elle avait hérité de l'intelligence de Diane et de son esprit stratégique à lui. Point alors nous les détruirons complètement. Mais je ne pense pas qu'on en arrivera là. Benoît est faible, Barbara est arrogante et Gilles est un lâche. Ils choisiront la voie de la moindre résistance. Comment peux-tu en être sûr? Parce que je sais ce qu'ils chérissent le plus, leur réputation et leur train de vie. Pour l'instant, ils peuvent encore sauver les deux. S'ils se battent, ils perdront tout. Même la fierté de Barbara a ses limites. Mais Cédric avait sous-estimé la capacité d'autodestruction de Barbara Desroches. Le lendemain matin, Barbara convoqua une conférence de presse. Debout sur les marches du siège de la Fondation Desroches, entourée de son mari et de son fils, elle annonça que sa belle-fille, instable et manipulatrice, avait volé les fonds de la Fondation et tentait d'extorquer la famille avec de fausses preuves. Cédric regarda la conférence de presse sur son téléphone, et pour la première fois de toute l'opération, il ressentit une colère sincère. Traiter Delphine d'instable, l'accuser de vol. C'étaient des attaques calculées pour détruire sa crédibilité avant même que la procédure de divorce ne commence. C'est fini, dit-il doucement. Fini de jouer. Il passa 3 appels. Le premier fut pour Xavier. Dépose tout. Le divorce, l'ordonnance d'éloignement, et une plainte au civil pour diffamation et préjudice moral. Je veux que la plainte inclue chaque détail de la fraude de la Fondation. Le deuxième fut pour Élise. Publier l'article complet demain matin. Le troisième fut pour Romain Chevalier. Barbara Desroches vient de formuler publiquement des accusations contre ma fille.
J'ai pensé que vous devriez le savoir avant de finaliser ces évaluations immobilières. En fait, Cédric, nous les avons terminées hier. Vous aviez raison. Le portefeuille des Desroches est lourdement surendetté. Nous exigeons le remboursement immédiat des prêts. De tous leurs prêts. Ils ont 30 jours pour tout payer, sinon nous saisissons leurs biens. Cédric sourit d'un air sombre. Merci, Romain. C'est moi qui vous remercie pour l'avertissement. Si nous avions attendu, nous aurions fait face à des pertes massives. Les pièces se mettaient exactement en place. La conférence de presse de Barbara avait été son erreur fatale. En rendant ses accusations publiques, elle avait exposé le divorce au grand jour. Et à partir de là, la chasse était ouverte pour les médias. L'enquête d'Élise serait publiée le matin même. La banque exigerait le remboursement des prêts dans les jours suivants, et les poursuites judiciaires noieraient les Desroches sous des litiges qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer. Cédric appela Delphine dans le bureau et lui montra la vidéo de la conférence de presse. Elle la regarda en silence, son expression indéchiffrable. « Je suis désolé, dit Cédric. Je pensais qu'il serait plus intelligent que ça. Ne sois pas désolé. » La voix de Delphine était tranchante comme de l'acier. Elle vient de nous donner exactement ce dont nous avions besoin. Maintenant, tout le monde verra qui elle est vraiment. Les prochaines semaines vont être brutales. Les médias vont fouiller dans ta vie, ton mariage, tout. Es-tu prête pour ça? Delphine croisa son regard et Cédric vit Diane à travers elle. Féroce, déterminée, inébranlable. J'ai passé 3 ans à m'entendre dire que je n'étais pas assez bien, pas assez intelligente, pas digne du nom Desroches. Je les ai laissés me rabaisser parce que je pensais que c'était ça le mariage. Les compromis et les sacrifices. Mais maman ne m'a pas élevé pour m'effacer. Papa. Elle m'a élevé pour être forte. Et tu m'as appris que parfois, la meilleure chose à faire, c'est de renverser l'échiquier et de commencer une nouvelle partie. Cédric sentit la fierté gonfler dans sa poitrine. Alors, finissons-en. L'article d'Élise fut publié sur Internet à 6 heures le lendemain matin. Le titre était « La maison que la fraude a bâtie, dans les coulisses de la décennie de tromperie de la Fondation Desroches ». C'était dévastateur. Élise avait fait son travail, étayant tout avec des relevés bancaires, des entretiens, des photos de logements insalubres et des témoignages de victimes. Elle détaillait comment la Fondation avait récolté plus de 36 millions d'euros de dons, tout en achevant la construction de moins d'une douzaine de logements réels. Elle prouvait comment Barbara Desroches avait facturé 450 000 euros de dépenses personnelles à la Fondation, y compris des vêtements de créateurs, des bijoux, et une croisière de luxe maquillée en voyage de prospection pour donateurs. Mais la section la plus accablante concernait le rôle de Benoît. Élise avait découvert qu'il créait de fausses factures d'entrepreneurs pour des travaux qui n'avaient jamais été réalisés, puis canalisait ses paiements vers des sociétés écrans contrôlées par sa mère. C'était une fraude classique, et les preuves étaient irréfutables. À midi, l'histoire avait été reprise par les médias nationaux. Le soir même, le procureur de la République annonçait l'ouverture d'une enquête. Dès le lendemain matin, le fisc gelait les comptes de la Fondation. Cédric observa la situation évoluer depuis son bureau, suivant la couverture médiatique comme un général surveillant un champ de bataille. Chaque développement correspondait précisément à ce qu'il avait anticipé, chaque réaction était exactement celle qu'il avait prédite. Les Desroches étaient en chute libre, et il n'avait aucune idée de comment l'arrêter. Benoît appela Delphine 17 fois ce jour-là. Cédric avait changé son numéro. Barbara essaya de joindre Cédric à son bureau et on lui répondit qu'il était indisponible. Gilles Desroches, faisant preuve d'une étincelle d'intelligence pour la première fois, appela directement Xavier Rousseau. « Mon client aimerait discuter des conditions d'un accord amiable », déclara Gilles d'une voix tremblante. « Votre cliente a faussement accusé ma cliente de vol et de détournement de fonds lors d'une conférence de presse publique, répondit Xavier. Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à discuter. S'il vous plaît, les choses ont dégénéré. Nous voulons juste que cela s'arrête. Vous vouliez une bataille publique, monsieur Desroches. Vous l'avez. Maintenant, vous allez devoir vivre avec les conséquences. » Xavier rapporta la conversation à Cédric, qui autorisa une dernière offre. Il signe notre accord de divorce et règle le procès en diffamation pour 9 millions d'euros, où nous allons jusqu'au bout des procédures. 9 millions. Xavier haussa un sourcil. Ils n'ont pas autant de liquidités. Je sais.
ce qui signifie qu'ils devront liquider des actifs, vendre des propriétés, mettre leur collection d'art aux enchères, réduire leur train de vie. C'est le seul moyen pour eux d'éviter des poursuites pénales. Tu les mets sur la paille. Non, ils se sont mis sur la paille eux-mêmes. Je ne fais que recouvrer la dette. Les Desroches n'eurent d'autre choix que d'accepter. Leur avocat, Antoine Vasseur, qui les représentait depuis plus d'une décennie, se retira de l'affaire, pressentant probablement les sables mouvants éthiques dans lesquels ils s'embourbaient. Leur nouvel avocat était un avocat associé junior issu d'un cabinet de second plan, qui avait l'air terrifié lors de la réunion de conciliation. Les conditions étaient brutales, mais justes. Benoît renonça à toute réclamation sur les biens de Delphine et accepta le divorce. La famille Desroches versa 9 millions d'euros de dommages et intérêts, la majeure partie provenant de la vente forcée de leur collection d'art et de la précieuse collection de voitures anciennes de Gilles. Ils signèrent un accord de non-contact permanent avec Delphine, assorti de pénalités pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros par infraction. Mais Cédric n'en avait pas fini. Il s'était arrangé pour que la réunion de conciliation ait lieu au cabinet de Xavier, ce qui signifiait qu'il pouvait être présent. Lorsque les Desroches arrivèrent à Barbara, Gilles, Benoît et leur nouvel avocat, Cédric les attendait dans la salle de conférence. Le visage parfaitement maquillé de Barbara ne pouvait dissimuler ses traits tirés par le stress. Gilles avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Benoît fuyait le regard de tout le monde. Ils s'assirent de l'autre côté de la table, face à Cédric, Xavier et Delphine, tels des accusés attendant leur sentence. « Laissez-moi être très clair sur ce qui va se passer maintenant, » dit Cédric, d'une voix posée mais glaciale. « Vous allez signer ces documents. Vous allez liquider des actifs pour payer l'accord de conciliation. Et vous allez disparaître de la vie de ma fille de manière définitive. C'est de l'extorsion, siffla Barbara. Vous avez détruit notre famille pour un simple malentendu. » Cédric se pencha en avant. Vous avez levé la main sur ma fille. Vous l'avez traitée de moins que rien. Vous avez passé 3 ans à la rabaisser et à lui faire croire qu'elle ne valait rien parce que cela vous donnait un sentiment de pouvoir. Ce n'était pas un malentendu. Madame Desroches. C'était de la maltraitance. Et la maltraitance a des conséquences. Nous lui avons tout donné. Un foyer, une position dans la société. Vous ne lui avez rien donné qu'elle n'avait pas déjà. Delphine est issue de l'une des familles les plus respectées de la région. Sa mère était une pionnière dans son domaine. J'ai bâti des entreprises en partant de zéro. Les Desroches n'ont pas élevé Delphine. Vous avez essayé de la rabaisser pour vous sentir supérieur. Gilles prit la parole pour la première fois. Monsieur le maire, je vous en prie. Nous comprenons que nous avons commis des erreurs, mais détruire notre fondation, notre réputation, nous prendre tout ce que nous avons. N'est-ce pas une punition suffisante ? Cédric s'adoucit légèrement. Gilles, au moins, semblait saisir l'ampleur de ce qui s'était passé. Monsieur Desroches, je n'ai pas détruit votre fondation. C'est l'avidité de votre femme et l'incompétence de votre fils qui ont fait ça. Je n'ai fait que le documenter. Si vous aviez géré une association honnête, en aidant réellement les gens au lieu de vous en servir pour obtenir des déductions fiscales et gravir les échelons sociaux, rien de tout cela ne serait arrivé. Il fit glisser les documents d'accord amiables sur la table. Signez. Partez. Reconstruisez vos vies honnêtement si vous en êtes capable. Mais tenez-vous éloigné de Delphine pour toujours. Barbara avait l'air de vouloir argumenter, mais leur avocat posa une main sur son bras. Madame Desroches, c'est le meilleur accord que vous obtiendrez. Signez. Un par un, ils signèrent. Lorsque ce fut terminé, Cédric se leva et tendit la main à leur avocat. Merci pour votre professionnalisme. Puis il prit le bras de Delphine et sortit sans adresser un mot de plus aux Desroches. 3 mois plus tard, Cédric et Delphine se tenaient dans la véranda, regardant le coucher du soleil peindre le ciel d'orange et d'or. Le divorce était finalisé. L'accord avait été payé. La fondation Desroches avait été dissoute, et ses actifs restant distribués à des associations de logement légitimes. Barbara et Gilles avaient vendu leur manoir de Neuilly et s'étaient installés dans un modeste appartement en grande banlieue parisienne. Benoît avait pris un emploi dans une agence immobilière sur la Côte d'Azur, loin de quiconque connaissait le nom Desroches. L'article d'Élise avait remporté plusieurs prix de journalisme et conduit à l'inculpation de 3 anciens membres du conseil d'administration de la fondation.
Le procureur de la République enquêtait toujours, mais Delphine et Cédric avaient été mis hors de cause grâce à leur coopération et aux preuves méticuleusement organisées de Cédric. « Comment vas-tu » demanda Cédric à sa fille. Delphine hocha la tête, en sirotant son vin. « Je vais bien, vraiment. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de pouvoir respirer. » Des regrets. Seulement de ne pas être parti plus tôt. Mais j'ai appris quelque chose d'important, papa. Sur le fait de se défendre. Sur le fait de connaître sa propre valeur. Sur le fait de ne pas laisser les gens vous rabaisser. Elle se tourna vers lui. Merci de m'avoir soutenu. De m'avoir appris à me battre intelligemment plutôt que de me battre avec force. Cédric passa un bras autour de ses épaules. Ta mère serait fière. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais. Je pense qu'elle aurait aussi un peu peur de toi. C'était une vengeance absolue. Ce n'était pas une vengeance. C'était la justice. Il y a une différence. Ils restèrent dans un silence confortable, regardant la journée s'achever. Le téléphone de Cédric vibra. Un message de Xavier, les Desroches viennent de déclarer faillite. Liquidation judiciaire totale. Cédric montra le message à Delphine. Elle le lut et hocha la tête. Est-ce mal de ne ressentir aucune pitié pour eux? Non. Ils ont fait leur choix. Ils vivent avec les conséquences. Ce n'est pas mal. C'est juste. Que se passe-t-il maintenant pour nous? Je veux dire, est-ce que je passe simplement à autre chose? Je recommence à zéro. Tu fais ce qui te rend heureuse, Delphine. Reprends le travail, voyage, fais du bénévolat, retombe amoureuse quand tu seras prête. Vis ta vie selon tes propres règles, pas celles de quelqu'un d'autre. Et toi? Cédric réfléchit. Je crois que je vais prendre des vacances. Je n'ai pas fait ça depuis des années. Peut-être aller au chalet dans les Vosges, pêcher un peu, jouer aux échecs contre moi-même. Ça a l'air incroyablement ennuyeux. J'ai bien mérité un peu d'ennui. Les 3 derniers mois ont été assez excitants. Il lui serra l'épaule. Mais je serai toujours là si tu as besoin de moi. Toujours. Je sais, papa. Je sais. 6 mois après le divorce, Cédric reçut une visite inattendue. Antoine Vasseur se présenta à sa porte, l'air considérablement moins soigné que lors de leur précédente rencontre. Monsieur le maire. J'espère que je ne vous dérange pas. Cédric l'invita à entrer, curieux. Maître Vasseur, je suis surpris de vous voir. Je pensais que vous vous étiez lavé les mains de l'affaire Desroches. C'est le cas. Je le devais pour des raisons éthiques, mais je voulais vous parler. De manière officieuse. Vasseur s'assit sur la chaise que Cédric lui offrait. Je pratique le droit depuis 25 ans. J'ai représenté des clients difficiles, gagné des affaires que je n'aurais probablement pas dû, et je me suis toujours dit que je ne faisais que mon travail. Mais ce que vous avez fait aux Desroches, je n'ai jamais rien vu de tel. C'était chirurgical? Précis. Vous n'avez pas seulement gagné, vous les avez complètement démantelés. Vasseur avait l'air sincèrement impressionné. J'ai retourné ça dans ma tête, essayant de comprendre où ils auraient pu l'arrêter, où ils auraient pu gagner, et je ne trouve pas. Dès l'instant où Barbara Desroches a giflé votre fille, vous les teniez. Chaque mouvement qu'ils ont fait a joué en votre faveur. Cédric sourit légèrement. Ils m'ont facilité la tâche. L'arrogance combinée au désespoir est un mélange fatal. Je suis venu vous demander comment. Comment saviez-vous qu'ils réagiraient exactement de cette façon? Comment avez-vous pu prédire chacun de leurs mouvements? Parce que je les ai étudiés, maître Vasseur. J'ai passé 3 ans à observer comment ils fonctionnaient, ce qu'ils valorisaient. Ce qu'ils craignaient. Je savais que Barbara ne reculerait pas parce que toute son identité était fondée sur le fait d'être supérieure aux autres. Je savais que Gilles céderait parce qu'il avait passé sa vie entière à choisir la voie de la moindre résistance. Je savais que Benoît paniquerait parce qu'il n'avait jamais été confronté à de véritables conséquences auparavant. Cédric se leva et marcha vers son jeu d'échecs. Jouez-vous aux échecs, maître Vasseur? Pas très bien. Aux échecs, il s'agit de comprendre son adversaire mieux qu'il ne se comprend lui-même. Il s'agit de voir non pas seulement ce qu'il va faire, mais ce qu'il doit faire, compte tenu de qui il est. Il déplaça une pièce.
Les Desroches devaient réagir de cette manière. Leur fierté, leur peur, leur avidité. Tout cela les a menés exactement là où j'avais besoin qu'ils aillent. C'est presque effrayant. Ce qui est effrayant, maître Vasseur, c'est qu'ils auraient pu éviter tout cela. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de traiter Delphine avec un minimum de respect humain. Ils ont choisi de ne pas le faire, et ils en ont payé le prix. Vasseur se leva. Eh bien, je voulais que vous sachiez qu'en toutes mes années de pratique, je n'ai jamais vu de victoire plus totale. Ce fut très instructif. Après le départ de Vasseur, Cédric retourna à l'échiquier. Il jouait une partie contre lui-même, essayant de résoudre un problème de fin de partie particulièrement complexe, mais il se rendit compte qu'il avait perdu tout intérêt. Il regarda la photo de Diane sur la cheminée. Je crois que j'en ai fini avec les jeux pour un moment, mon amour. Il est temps de simplement vivre. Un an après le divorce, Delphine organisa un petit dîner chez Cédric. Xavier était là, ainsi qu'Élise et plusieurs amis de Delphine qui l'avaient soutenue pendant le divorce. C'était une sorte de célébration. Delphine venait d'accepter un poste de directrice d'une véritable association de logements sociaux, utilisant son expérience et son fonds de placement pour réellement aider les gens. Au nouveau départ, déclara Élise en levant son verre. Et à Cédric, l'homme le plus terrifiant que j'ai jamais rencontré. Je ne suis pas terrifiant, protesta doucement Cédric. Papa, tu as systématiquement détruit la fortune, la réputation et la liberté de toute une famille. C'est un peu terrifiant. Je préfère considérer cela comme une justice rendue avec efficacité. Xavier rit. Cédric, depuis toutes ces années que je te connais, tu n'as jamais rien fait à moitié. Quand tu t'engages dans quelque chose, tu t'y engages complètement. C'est ce qui a fait de toi un grand soldat, un grand homme d'affaires, et apparemment un grand-père. Cédric sentit sa gorge se serrer légèrement. J'ai juste protégé ma fille. N'importe quel père aurait fait de même. Pas de cette manière, dit doucement Delphine. La plupart des pères m'auraient dit de m'arranger, de faire plus d'efforts, de faire marcher mon mariage. Tu m'as écouté. Tu m'as cru. Et tu as veillé à ce que je n'ai plus jamais à avoir peur d'eux. Elle leva son verre. À mon père, pour m'avoir appris qu'être forte ne signifie pas souffrir en silence. Ça signifie savoir quand partir et quand riposter. Ils burent tous, et Cédric ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. Non pas la paix de la victoire ou de la vengeance, mais la paix de savoir qu'il avait fait ce qu'il fallait, la seule chose qu'il pouvait faire. Plus tard, une fois les invités partis et Delphine rentrée dans son nouvel appartement, Cédric s'assit dans son bureau avec un verre de whisky et la photo de Diane. Nous l'avons fait, mon amour. Elle est libre. Elle est forte. Elle est heureuse. Il toucha doucement le cadre. Je crois que tu approuverais la façon dont les choses ont tourné, cependant. Tu me dirais probablement que j'ai été trop dur, trop calculateur. Tu as toujours adouci mes angles les plus rugueux. Il pouvait presque entendre sa voix, chaleureuse et pleine de rire. Cédric, mon vieil ours, tu as été parfait. Elle avait besoin que tu sois exactement qui tu es. Cédric sourit et leva son verre vers la photo. À toi, Diane, et à Delphine. Et aux Desroches, où qu'ils soient, en train d'apprendre ce que signifie faire face à de véritables conséquences. Il but, et pour la première fois depuis la mort de Diane il y a 12 ans, il eut l'impression de pouvoir enfin se reposer. La mission était accomplie. Sa fille était en sécurité. La justice avait été rendue. L'échiquier reposait, intact, sur la table d'appoint. Cédric n'avait plus de partie à jouer, et c'était exactement comme ça qu'il le voulait. Épilogue. 2 ans plus tard, Cédric conduisit Delphine à l'hôtel lors de son second mariage. Le marié était un architecte bienveillant nommé Damien Hiver, qui faisait rire Delphine et la traitait comme une partenaire à part entière. Cédric l'avait minutieusement vérifié, bien sûr, mais cette fois-ci, son enquête n'avait révélé que de bonnes choses, honnête, travailleur, issu d'une famille stable, et sincèrement amoureux de Delphine pour ce qu'elle était. Lors de la réception, alors que Delphine dansait avec son nouveau mari, Élise s'approcha de Cédric au bar. « Vous avez l'air satisfait », fit-elle remarquer. « Je le suis. C'est à ça que ressemble le bonheur. C'est pour ça que je me battais. Avez-vous eu des nouvelles des Desroches récemment ? » Cédric en avait eu, en effet.
Gilles avait trouvé un emploi de gestionnaire immobilier, une déchéance considérable pour un ancien magnate de l'immobilier. Barbara avait déménagé dans le Varay, selon les sources de Cédric, vivait tranquillement du modeste salaire de Gilles. Benoît s'était remarié rapidement avec une autre riche héritière. Cédric l'avait noté avec un sombre amusement et dilapidait l'argent de celle-ci exactement comme il l'avait fait avec celui de Delphine. J'en ai entendu parler, mais ils ne sont plus mon problème. Pensez-vous parfois à ce que vous avez fait? Cédric réfléchit à la question. Tous les jours. Et chaque jour, je suis satisfait de mes choix. J'ai protégé ma fille. J'ai dénoncé des criminels. Je me suis assuré qu'ils ne pourraient plus faire de mal à personne. Ce n'est pas quelque chose que l'on regrette. Vous savez, j'ai écrit un article de suivi sur les victimes de la Fondation Desroches qui ont obtenu réparation grâce à l'accord. Vous avez littéralement sauvé certaines de ces familles de la rue. Ce n'était qu'un bonus. L'objectif a toujours été Delphine. Élise sourit. Vous êtes un bon père, Cédric. Un père effrayant, incroyablement stratège et quelque peu terrifiant, mais un bon père. Cédric regarda sa fille tournoyer sur la piste de danse, radieuse et libre. C'est tout ce que j'ai toujours voulu être. Alors que la soirée avançait et que la célébration se poursuivait, Cédric s'éclipsa à l'extérieur pour prendre l'air. Xavier le trouva sur la terrasse, en train de regarder les étoiles. Tu penses à Diane? Demanda Xavier. Toujours. J'aurais aimé qu'elle puisse voir ça. Elle adorerait Damien. Elle serait si fière de Delphine. Et elle serait fière de toi, aussi, tu sais. Pour ce que tu as fait. Cédric secoua la tête. Diane aurait trouvé un moyen plus doux. Elle le faisait toujours. Elle aurait parlé à Barbara, essayé de trouver un terrain d'entente, cherché une solution pacifique, peut-être. Mais Diane n'est pas là, et tu as fait ce qui te semblait juste avec les armes dont tu disposais. Stratégie militaire, sens des affaires, instinct protecteur de père. Tu as utilisé tout ce que tu avais à ta disposition pour protéger ta fille. Ce n'est pas une raison pour se sentir coupable. Je ne me sens pas coupable. Je me sens. Cédric chercha le mot. Point complet. Comme si j'avais terminé quelque chose d'important. Diane et moi avons mis Delphine au monde, nous l'avons élevée, nous lui avons appris à être forte, et quand elle a eu le plus besoin de moi, j'étais là. C'est tout ce qu'un parent peut faire. Ils restèrent dans un silence confortable, écoutant la musique et les rires qui s'échappaient de l'intérieur. Et maintenant, demanda Xavier. Que fait Cédric Lemaire quand il n'y a plus de bataille à mener? Cédric sourit. Je crois que je vais prendre ces vacances que j'ai repoussées. Peut-être apprendre à peindre comme Delphine n'arrête pas de me le suggérer, passer du temps avec mes amis. Vivre une vie tranquille. Cela semble incroyablement ennuyeux pour toi. Parfait. J'ai bien mérité un peu d'ennui. J'ai mérité le calme. J'ai mérité la paix. Cédric se tourna de nouveau vers la réception, où Delphine riait avec Damien et ses amis. Et j'ai mérité le droit d'être simplement un père au mariage de sa fille, pas un général en train de planifier sa prochaine campagne. Ils retournèrent à l'intérieur ensemble, et Cédric dansa avec sa fille, serra fermement la main de son nouveau gendre, et célébra ce nouveau départ que toute sa minutieuse planification avait rendu possible. À la fin de la nuit, alors que les invités partaient, Delphine serra fort Cédric dans ses bras. Merci, papa, pour tout. Pour le mariage, pour l'enquête sur le passé de Damien, sourit-elle. Pour m'avoir sauvé des Desroches, pour m'avoir appris à être forte, pour être simplement toi. Cédric l'embrassa sur le front. Tu t'es sauvée toute seule, ma chérie. J'ai juste fait en sorte que tu aies les munitions dont tu avais besoin. Tout le reste, c'était toi. Nous formons une bonne équipe, la meilleure, tout comme ta mère et moi. Cédric sourit. Maintenant, file être heureuse. Construis ta vie avec Damien. Et s'il te cause jamais le moindre problème. Je sais. Je sais. Tu le détruiras complètement en utilisant des tactiques parfaitement légales mais dévastatrices. Exactement. Je suis ravi que nous nous comprenions. Delphine rit et le serra de nouveau dans ses bras, puis partit avec son nouveau mari, faisant un signe de la main alors qu'il s'éloignait en voiture. Cédric resta seul dans la salle vide, entouré par les vestiges de la fête. Il repensa au chemin qui les avait menés jusqu'ici.
De ce terrible appel téléphonique 2 ans plus tôt jusqu'à ce moment de pure joie, il avait joué la partie à la perfection, déplacé chaque pièce exactement là où elle devait l'être et remporté une victoire totale. Mais surtout, il avait appris à sa fille ce que Diane lui avait appris toutes ces années auparavant, que l'amour est synonyme de protection, que la famille est synonyme de loyauté, et que parfois, la plus grande des forces est de savoir quand partir et quand se battre. Cédric prit une coupe de champagne abandonnée et la leva vers la pièce vide, à la mémoire de Diane, à l'avenir de Delphine et à la défaite des Desroches. Échec et mat, dit-il doucement en souriant. La partie était terminée. Sa fille était en sécurité. La justice avait été rendue. Et Cédric Lemaire pouvait enfin véritablement se reposer. C'est ici que notre histoire s'achève. Partagez vos impressions dans la section des commentaires. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et je vous dis à bientôt.